Chapa. Check bien ça, check bien ça. Check bien. Ça le bon groove dans la toune. Le globoptère. Le globoptère. Merci bien gros pour ça, Bûcheron. Bienvenue au Musée de l'Absurde. On commence donc un dossier. En fait, on va y retourner tranquillement, pas vrai. Hein, le Jérôme Blanchet-Gravel, mesdames et messieurs. Hein, c'est un petit peu autour de cet humain particulier que Sébastien Bilodeau, ici présent, nous avait amené un premier. Vous allez pouvoir voir la description. En fait, retrouver ce premier volet-là dans la description du clip que vous écoutez, si c'est en archive. Mais tu étais venu nous parler de ce livre-là ici la première fois. Oui, j'oublie son titre. Je pense que mon esprit refoule tout le contenu que j'ai déterré de ce livre-là. Un livre vraiment dense de toutes sortes de choses. Mais toi, Tommy, dis-moi, tu étais avec moi dans ce calvaire. Ouais. Qu'est-ce que tu te rappelles spontanément de ce qu'on avait déterré? On peut tout de suite mentionner, c'est comme une compilation. Il y a plusieurs auteurs différents qui ont collaboré à amener une brique pour chigner envers les méthodes. Il y a personne qui est comme immunologue ou qui a, j'ai l'impression, un fond de statistiques. Là. On est plus comme dans l'opinion, hein, et c'est rarement de l'opinion positive. On va y aller dans le chiolage. Je me rappelle que Jérôme, ça avait été le deuxième, mais c'était le premier chose Simard, je pense, qui était le plus comme unhinged, là, qu'on avait été torturé par le gouvernement et ces affaires-là. Ouais, ben c'est ça, ce livre-là, c'est un recueil, donc c'est dirigé par Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard, qui ont comme rallié quelques auteurs, chacun a sa contribution. Marc Simard, un espèce d'auteur pas connu, mais sa page Wikipédia pourtant est extrêmement élogieuse. Oui, c'est vrai. Fournit le premier texte. Je dirais que c'est l'un des textes les moins pires, mais c'est comme c'est une longue mise en contexte, puis là, subitement, ça dégénère. Le gars se met à chialer que la gestion sanitaire, c'était une dictature, ça bafouait la démocratie, c'était électoraliste. Beaucoup de ces choses-là, parenthèse, sont pas très développées dans le texte lui-même. Ce qui est problématique, c'est ce que je viens de décrire là, c'est ce que le moins pire que ce livre-là a à donner. Après ça, c'est juste la pente descend. Ouais, genre les auteurs, les collaborateurs les plus prestigieux sont les plus nuancés. Puis à un moment donné, on descend dans la qualité et la qualité. C'est ça, puis même les nuancés, tu lis ça, puis c'est comme... C'est une des choses qui m'a frappé dans ce livre-là, c'est le degré d'analyse, tu sais, je te dirais, c'est comme de la science, du raisonnement, mais en dose homéopathique. À l'occasion, t'as des bouts de phrases que t'es comme, ouais, faut être critique, ouais, faut réfléchir, ouais, faut pas faire la division sociale. Mais... Et c'est vrai, ça, je viens de me rappeler que c'est la maison d'édition de Libère aussi, hein, qui revient comme fréquemment quand on jase de sauce au Québec, là. Je nuancerais. Libère, ils ont quand même souvent publié des livres d'universitaires un peu moins connus, puis j'en ai lu plusieurs, puis... Ouais, c'est vrai, c'est ça que t'avais dit, excuse-moi. Je trouve qu'il y en a qui publient des choses intéressantes, mais à l'occasion, ils publient des coups de gueule, puis là, ce livre-là, je sais pas comment il s'est retrouvé là, c'est un livre qui est...
comme tu l'as dit il y a une minute ou deux, c'est du chiolage. C'est un cercle de chiolage. Puis ce qui m'étonne, c'est comment l'éditeur, avec 2 directeurs d'ouvrage, puis cette gang de gars-là, ont réussi à pondre un livre comme ça que la dernière fois, par exemple, on a vu, il y a beaucoup de passages étranges, par exemple. Un des auteurs qui dit que, dans le fond, le journaliste scientifique, ça crée la division, ça favorise la conformité, il dit ça en mal. Puis dans le fond, en réalité, le journaliste scientifique poserait problème. Ben oui, parce qu'il faut pas comme qu'il y ait trop de faits partagés puis compris. Là. Ben, tu sais, c'est un livre, à mon avis, puis c'est là, je trouve que ce livre-là est choquant. Ça fait très chambre d'écho, mais c'est pas une chambre d'écho, c'est pire, je dirais. C'est une table de charognard. C'est la façon que c'est dirigé, on dirait que c'est adressé. C'est vraiment comme des auteurs qui ont l'air d'essayer de juste chialer sur la gestion sanitaire, mais d'en profiter en même temps Ouais. pour construire un discours idéologique, l'antisanitarisme, dans leurs propres mots. Puis on dirait que c'est vraiment juste pour essayer de répandre l'idée que le vrai problème dans la pandémie, c'était la gestion le gouvernement. du virus. Ouais. Puis, tu sais, on tombe rapidement aussi dans l'espèce de remettre en question des affaires qu'ils sont pas équipés pour remettre en question. Là. C'est pas... ils remettent en question, mettons, le consensus autour de la vaccination, mais il y a personne qui est immunologue ou rien. Là. Ils savent pas de quoi ils parlent. Là. Ben, c'est ça, il y a 1 ou 2 textes, par exemple, qui questionnent la pertinence du vaccin, qui disent qu'il faut laisser faire le système immunitaire. Jérôme Blanchet-Gravel lui-même, dans son texte, qui est le 2e du livre, dit que c'est... dans le fond, qu'on serait juste trop anxieux, que le virus est pas si pire. Il utilise beaucoup de statistiques, mais le problème, c'est que chaque chiffre est perverti, mal utilisé. Vous retournerez, si vous voudrez, au premier clip qu'on a fait là-dessus. Ben oui, là, encore une fois, le lien est dans la description. Vous allez facilement le trouver. Fait que, ben écoute, on a quand même un autre batch de photos. On se lance-tu dans l'aventure? Oui, j'espère que nous en remettrons. Là, on commencerait. Avant, je ferais un bref détour pour parler d'un des dirigeants du livre, Blanchet-Gravel lui-même, Jérôme Mounet, comme tu aimes l'appeler. Jérôme Mounet. Il est tellement délicat. Tu sais, je vais parler un peu de lui parce que je pense que ça aide à comprendre c'est quoi ce livre-là. Démagogue du Christ. Tu sais, Jérôme, parenthèse, j'ai milité il y a très longtemps avec lui. Je le connais pas personnellement, c'est juste qu'on était dans le même groupe il y a plus que 10 ans. À l'époque, on militait dans un groupe nationaliste, Génération Nationale. Puis Jérôme, je vais donner un petit insight pour plusieurs dans le groupe puis dans le mouvement en général. C'était vu comme de gars un peu trash qui pitch des phrases, des idées, des textes. C'était un peu pour brasser de la merde. C'était un peu un provocateur. D'ailleurs, même à l'interne, c'est un provocateur. Là. Ouais, puis plusieurs voulaient pas s'associer de proche à lui à cause de ça. OK. Puis c'est un gars aussi que très tôt il a commencé à publier des livres. Puis on va visiter très rapidement certains d'entre eux pour un peu mettre la table sur ce qui s'en vient. On a ici l'image Le Retour du bon sauvage. Ça, c'est son 2e livre, publié chez Boréal, une maison d'édition qui a quand même un certain prestige au Québec. Le Retour du bon sauvage, somme toute, c'est un essai très court qui dit dans le fond que l'écologiste, c'est une gang de monde un peu superstitieux. Il y a une phrase de 2 lignes et demie dans l'introduction où il dit que l'auteur, Blanchet-Gravel, dit qu'il nie pas les changements climatiques, qu'il nie pas que c'est une bonne cause. Mais il passe tout le livre à dire que les écolos, dans le fond, c'est des superstitieux, puis que Hitler était un végétarien, puis qui aimait la nature. Qu'est-ce que ça crisse? Que, bon, vous comprenez pourquoi qu'est-ce que j'ai mis autour de la couverture du livre ici. Des hot dogs puis du jambon, ben oui. Tu sais, c'est comme un peu dire quelque chose qui va carrément en contresens de tout ce que le gros bon sens et la science et ce qui est raisonnable dit. Puis ça, c'est quelque chose à garder en tête quand il est question de Blanchet-Gravel. Tu peux passer à la prochaine. Officielle. Donc, si je compte bien, on a une grosse trentaine d'images à checker et on y retourne. Oups, c'est pas celle-là. J'ai le 59, l'autre le... Ah, tu voulais quoi, les images... Les images lettrées, Ah, oui. Ça, c'est pour donner un autre exemple de comment Blanchet-Gravel fait ses affaires. Il y a une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans,
il publiait souvent des textes de Huffington Post, mais il était proche des milieux souverainistes. Puis quelque chose qui a beaucoup choqué les souverainistes vers le milieu des années 2010, c'est le référendum en Catalogne. Oui, je me souviens de ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement catalan indépendantiste a fait unilatéralement un référendum sans ben consulter ou s'entendre avec le gouvernement fédéral d'Espagne. Puis le gouvernement d'Espagne, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Il n'a pas reconnu le référendum. Là. Oui. Puis pour le dire plus rudement, il a chipé la police dans le tas. Arrêtez de niaiser. Puis c'était quelque chose qui indignait profondément les souverainistes, les nationalistes à l'époque, je pense pour des bonnes raisons. Jérôme a pris le bord de la police. Ouais, Jérôme, pensant là, il vantait l'Espagne, il vantait le gouvernement espagnol, puis la tout fierté ça. de la nation, puis ils se sont tenus droits devant les... Tu sais, si tout le monde va d'un bord, faut qu'il aille de l'autre. Ouais. Tu peux mettre l'image C. Ça, c'est le livre qu'il a publié quelques années plus tard. Là, ce livre-là, c'est un peu compliqué. C'est que dans les milieux nationalistes, l'idée, c'est que le multiculturalisme, c'est généralement une idée de gauche. Blanchet-Gravel, avec ce livre-là, il essaye de dire le contraire. Il dit que, dans le fond, les multiculturalistes seraient des sales réacs, superstitieux, tout ça. Quelque chose qui revient dans ces textes, là, que l'autre, c'est juste un con superstitieux. Ouais, ça revient dans le livre Crise sanitaire, régime sanitariste. Mais pour vous donner l'idée de comment il résonne, c'est qu'il part d'un gars, un auteur de il y a 100 ans, René Guénon, la photo en cercle dans l'image. Guénon, que presque personne nie, qui est un espèce de mystique un peu weird, qui est un fan fini de... Je l'ai déjà lu, parenthèse. Qui est un fan fini de comme la spiritualité d'il y a 2000 ans, parce qu'il y a des ordres, des castes sociales très précises, les religieux, les guerriers, puis ceux qui ferment leur gueule. Ouais. Ça allait bien dans ce temps-là, là, 2000 ans. On reconnaît ici Michel Maffesoli, si je me souviens bien, c'est un des collaborateurs là, de ce livre-là aussi. Il est pas dans ce livre-là, mais il y a... Non, il est cité dans le livre, par contre. OK. Là, Jérôme, il parle de Guénon, puis il dit que c'est, dans le fond, c'est pareil comme Charles Taylor. Charles Taylor qui est quasiment fondateur en multiculturalisme. Charles Taylor, pour qui la place de la religion est importante. Puis là, Blanchet-Gravel dit que Guénon, Taylor, c'est du pareil au même, c'est réac, c'est superstitieux, c'est con. Puis là, il écrit le livre au complet avec ça, avec à peu près 6 lignes de citation des deux auteurs. Comme je l'ai dit dans une critique que j'ai publiée de ce livre-là, c'est comme dire qu'une Ferrari puis un carrosse d'épicerie, c'est pareil parce que ça roule sur 4 roues. Voilà. Ben oui, c'est sûr et certain. Oh là. Fait que, tu sais... Blanchet-Gravel, on voit un peu dans quel esprit on est. C'est comme de pitcher des idées qui vont choquer dans l'espoir que le monde réagisse. Il faisait déjà ça quand il était militant pour une cause politique, puis il était pas payé. Puis là, à un moment donné, à force de faire ça, ils ont commencé à le payer pour qu'il fasse ça, ou il a commencé à monétiser ça, s'il commence à faire des livres qui sont vendus, puis le reste. Tu nous rappelleras, Tommy, c'est dans quel média qu'il a retonti 2 fois à part de ça, hein, parce que jusqu'à nouvel ordre, Laurie Smith, c'est Jérôme Blanchet-Gravel, le média transparent, le média bienveillant qui nous offre une alternative bienveillante aux nouvelles tellement sombres et basses en énergie et en vibration. Libre Média, une coopérative de l'information qui a comme différence par rapport aux médias, aux merdias de masse, qui ont des ombudsman neutres, qui ont un processus de plainte horizontal, qui ont une transparence de comment leur budget est appliqué, qui doivent dévoiler qui sont les personnes, les publicitaires et tout. Mais de l'autre côté, la coopérative transparente bienveillante de Jérôme Blanchet-Gravel, Libre Média, est devenue, sans que personne soit mis au courant de ce qu'on a compris de Gab Thibault il y a quelques semaines, est devenue autre chose, est devenue comme une compagnie comme les autres, je sais pas, est devenue autre chose. Et ça s'est fait dans le plus grand secret depuis 4 mois. C'est débile. Tu sais, Libre Média, on s'entend, c'est très opaque. Oui. Je pense qu'on pourrait quasiment dire c'est peut-être rendu littéralement le blog privé de Blanchet-Gravel. C'est l'organe de propagande à Jérôme Blanchet-Gravel. Ça va avec sa capacité à se garder des amis. Oui. Mais aussi Blanchet-Gravel qui a été avec, je sais plus si c'est Sputnik ou Rushot.
En fait, il a travaillé pour Sputnik beaucoup. Pendant le convoi, hein, pendant la majorité du convoi, il écrivait 3-4 textes par jour qui chiaient sur la dictature de Trudeau et tout. Il a démissionné quand que la guerre a commencé en Ukraine, parce que c'est ce genre de couilles-là. Mais oui, ils ont un petit peu tout fermé ça aussi rapidement. Là. Je pense que la division française de RT a tombé, puis après ça, tous les autres organes qui avaient leur argent du Kremlin à l'international comme ça, ils ont tombé. Mais tu sais, à travers ça, je pense qu'on voit, c'est quelqu'un qui me semble courir après les micros. Brièvement, il a aussi donné des chroniques oui, à Horizon Québec Actuel. Oui, il était à Radio X. Il a réussi, par contre, à jamais, je dirais, sombrer, mettons, vers genre Théovox ou Lux Media d'André Pitre. Peut-être qu'il est déjà allé à Lux Media, par contre. Dans la transparence. Je pense qu'on est comme quelque chose de coucou, mais qui reste en veston, en quelque sorte. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, vous pouvez aussi chercher Jérôme Blanchet-Gravel, misogyne, sur Google. Je dirais que c'est pas mal public comme affaire. Là. Je l'ai vu plein de fois. Moi, j'ai jamais osé aller plus loin. Probablement, j'aurais pas dû dire ça. En tout cas, je souhaite le mieux possible à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un ici qui a un passé vraiment particulier de plein de manières. C'est probablement ça. Puis là, on est face à son œuvre. C'est encore plus cool. On va replonger dans le livre dans quelques instants, mais tu sais, je pense que c'est important de souligner le trajet de Jérôme parce que on voit que c'est quelqu'un qui aspire, qui se donne l'image d'un intellectuel qui analyse des choses, mais sur le fond, Tommy vous fournira des liens là, des critiques de texte de Jérôme. Le problème, c'est que l'analyse souvent est très peu poussée. En réalité, c'est juste de la provocation assez crasse, tu sais, qui me semble essayer de faire réagir, d'obtenir de l'attention avec ça. Oui. Pas très bien. Puis là, on va bientôt plonger dans le livre, Tommy. Puis j'aimerais ça peut-être, avant de plonger dans le livre, mentionner qu'il y a quelque chose qui s'appelle Post-Mortem qui a été partagé à grand renfort par Libre Média, justement, à l'époque. Ils appellent ça un documentaire, mais c'est comme Jérôme Blanchet-Gravel qui chigne sur la pandémie pendant 50 minutes et ça interviewe des titans de l'encéphale du Québec comme Dominique Moret, Robert Béliveau, tu sais, tous des sachants. Et je pense que c'est la chose la plus pédante que j'ai vue de toute ma vie. Vraiment, faites attention. Donc, ça, c'est avant, par contre. On retourne dans le livre. Oui, image 59. J'espère que vous êtes prêts, gang. Ici, c'est Olivier Jolicoeur. Tommy, c'est toi ou moi qui ouvre le bal? Ben, je vais y aller. Hein. Ici, à la page, on le voit pas. 59, t'as le signet qui est déjà à la bonne page. Ah, ben oui, mais moi, je le vois très bien, là. L'homme moderne est de nouveau confronté à la finitude de son existence, mais le ciel est vide. Le cosmos ne donne plus de signification à la mort d'un proche ni à la sienne. Il n'est plus qu'un grand néant d'inconnu. Le régime sanitariste s'est installé dans ce contexte en cherchant à offrir à nos sociétés modernes un sentiment de sécurité d'une valeur jugée plus importante que tous les principes qui ont fondé notre civilisation. Se protéger contre une épidémie? Le sanitarisme a créé des précédents institutionnels. Il a affecté la psychologie collective. Ben, OK, je suis d'accord. Je vais prendre le relais là, pour que nos esprits survivent. Je t'en prie. Le sanitarisme n'a en ce sens rien de temporaire. Il n'est que la première manifestation d'une civilisation qui préfère un sentiment illusoire ou réel de sécurité et de confort individuel. Mais, hein? Le sanitarisme, le confort individuel, de faire des efforts pour endiguer la propagation d'un virus mortel pour les plus vulnérables, c'est du confort individuel. Là, je pense qu'on va skipper celle-là, mais c'est un des textes les plus courts et coucou de toutes. De toute la patente. Écoute, on te fait confiance. Vous pourrez peser pause en archive. J'aime ça que tu aies rajouté plein d'images. C'est vraiment excellent.
Ah ouais, je vais lire ici le bout, à mon avis, vous allez comprendre. L'image précédente, c'est-tu possible? Bien sûr, ben oui. Un bout important que j'ai souligné. Autrement dit, nous tenterons de comprendre comment les conditions dont a émergé le sanitarisme rendent possible un environnementalisme radical pour qui la liberté, la démocratie et les droits civils font obstacle à un environnement pur. Ah, j'aime plus ça, cet adjectif-là, peu, moi. De la même manière qu'ils font obstacle à une société sanitaire. On part raide, là, hein? Tabarnak, hein, c'est... Fait que ça, c'est Trudeau qui te donne 2000$ par mois pour rester chez vous, de commander des burgers puis écrire des chiasses. Le sanitarisme rend possible un environnementalisme radical. Une parenthèse, Olivier Jolicoeur, quand on lit sa page dans le livre, la description de qui il est, Olivier Jolicoeur, intéressé par la géographie environnementale, intervient volontiers dans les débats qui touchent l'identité, le territoire et l'environnement. Oh. Ok, c'est un big shot. Je suis Je surpris d'avoir trouvé une photo de Staline déguisée en lapin, parenthèse. C'est quand même pas pire, ça, j'avoue. Ces exemples ne sont qu'un infime échantillon de ce qu'on peut retrouver dans les milieux médiatiques et universitaires. Toutes ces affirmations ont pour objet de créer un climat d'urgence justifiant des interventions massives dans la vie du peuple. Il s'agit là du premier point commun entre l'écologisme radical et le sanitarisme. On essaie de c'est vraiment comme c'est comme de faire un monstre de Frankenstein qui va crier dessus moi, qui va prendre... Voyons, Chris, calme-toi, il y a un virus, là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce passage-là, c'est comme, il énumère comme 5-6 affaires très différentes, des bouts de déclarations, d'affaires à gauche puis à droite, c'est... Ah, l'argumentaire ici, là, genre, une étude dans la revue scientifique Nature soutient qu'il faudrait un confinement par année pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés. Des confinements écologistes, j'ai jamais entendu parler de ça. Ce texte-là s'est rendu sur les pages, Tommy. Faut que tu te demandes pourquoi les deux gars qui dirigent le livre, plus l'éditeur, se sont dit « C'est correct, on l'imprime, on l'envoie dans les librairies. » Ouais, on va y donner de l'argent à lui. Fait que cite la prochaine page, je me laisse aller, là, à 62. Ouais, puis passer rapidement à l'autre d'après. Même si les activités scientifiques sont soumises à des codes déontologiques, la science en soi ne nous indique pas comment agir, effectivement. Et là, on passe sur l'imposition du passeport vaccinal. Souvent, la science a quand même une proposition assez solide quand c'est compris, là. Fermer les restaurants et interdire les rassemblements sont des choix purement politiques guidés par des valeurs et des objectifs étrangers à la démarche scientifique. Hein? Ben, aïe. En tout cas, je tiens à dire, mes annotations puis mes images cachent mal mon opinion. Là. J'ai mis une charade visuelle juste là, je m'en excuse. Jésus le jambon? C'est quoi le nom de famille de Jésus? Christ de jambon? Des valeurs et des... Que je me trouvais drôle en faisant ça, mais merci Tommy. J'ai pas compris. Je le traite de Christ de jambon d'écrire ça parce que... niaiseux. Ok, tu y parles à lui. C'est vrai par contre que... Ouais. Fermer les restaurants, c'est dicté par aucune démarche scientifique. Je suis certain là, que dans le temps, qu'il n'y avait pas encore eu des microscopes, là. Il se doutait bien qu'il fallait des fois mettre du monde malade à l'extérieur d'un troupeau de monde pas malade pour aider d'arrêter. C'est pour ça que le mot quarantaine a été inventé en 2020. Parce qu'avant, personne ne faisait ça nulle part. Il n'y avait pas comme des ports nulle part où tu arrivais de l'Afrique. Fait que là, il fallait que tu ailles dans une place spéciale quand tu débarquais du bateau. Ça n'existait pas. Ils ne savaient pas comment appeler ça dans ce temps-là. Ils faisaient juste comme essayer au hasard. Voyons, sacrement de style. Je pense qu'on va protéger nos santé mentales. On va passer tout de suite à celle d'après. C'est un texte qui est faible. C'est dur de mesurer à quel point le texte est faible. Mais ce qui fait extrêmement mal, c'est de réaliser si ça a été publié. Ouais, effectivement. C'est un recueil, là. C'est pas comme si c'était un gars tout seul qui a réussi à cliquer bien comme faut avec son éditeur, puis l'éditeur était un peu aveuglé.
Fait que cette nouvelle façon de faire de la politique est contestable à plusieurs égards. D'abord, elle exclut la possibilité d'une multiplicité de visions dans la cité, ce qui empêche le débat contradictoire. Sacrément, d'avoir sa réputation entachée en flirtant avec le complot et en niant la science. Mais ça, ce concept-là existe parce qu'il y a des gens comme toi qui ont monétisé le concept de chialer sans avoir ce qu'il faut. Le gars, il dit qu'il essaye de nous manipuler pour impliquer de l'environnementalisme radical. Ça, c'est complotiste comme manière de voir les choses. Puis là, après ça, il dit c'est plate parce que maintenant, dès qu'on chiale, on passe pour un complotiste. Ben oui! Tu sais, je trouve que c'est là que certaines personnes qui défendent la liberté d'expression, il y a un gros problème. C'est comme si la liberté d'expression, ça venait sans responsabilité d'expression. Totalement. Ben, Je veux dire, c'est le gars, il chiale, mais la question de l'environnement, je m'excuse. Si on rescapte pas notre environnement, ça aura des conséquences très réelles sur tout le monde. Puis là, après ça, mettons, là, c'est l'argument, ben moi, j'y crois pas au réchauffement climatique. Ben, OK. Va pas y croire chez vous, ou agis autrement. Là. Fais-toi le parti du monde qui y croit pas au réchauffement climatique, puis votre pick-up, ça sera votre symbole. Mais en attendant, faut qu'on fasse des efforts. On continue, c'est pas mal ça. Hein? Skipper d'image jusqu'à temps que tu vois... Les petits violons. Ça, je sais pas si on est obligé de le lire, mais c'est la fin du texte. Puis je vais le prendre. La défense de la nature et la projection de notre environnement sont des causes beaucoup trop nobles et beaucoup trop importantes pour les laisser entre les mains de gens pour qui le modèle liberticide des 2 dernières années est à implanter à plus grande échelle. La véritable urgence, c'est de mettre fin aux conditions qui ont engendré cette inquiétante dérive. Pour ce faire, il faut replacer l'humain au cœur de la nature, redonner le pouvoir au peuple, assurer les préalables au débat collectif, encourager de nouveau la res publica, réapprivoiser la mort, savoir que se préparer à mourir, recommencer à miser sur une vie qui comporte des risques, où la nature humaine est imparfaite et où le ciel ne sera plus vide. Là, ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Sébastien Bilodeau qui a mis un astérix puis qui a écrit « de niaiseux ». Chris de niaiseux, j'ai l'impression. Hein. Ça, c'est du défonçage de porte ouverte. Totalement. Tout ça. Il aurait pu glisser là-dedans qu'il faut aimer la tarte aux pommes. Oui. On était presque là. La Respublica. Ça fait penser, quand je rédigeais mon mémoire de maîtrise, mon directeur de mémoire disait faut pas que tu écrives qu'il se passe des choses dans la vie. Faut que tu ailles plus loin, que tu pousses le propos, que tu pousses l'analyse, que tu amènes des réponses, t'sais. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il se passe des choses dans la vie, puis que dans la vie, il faut être fin. C'est ça. Ça va nulle part, puis... Le problème, c'est que les pages précédentes incitent à des choses très négatives, tu sais. Ben oui. Parce que là, en plus, ce que moi j'ai compris, c'est que ce gars-là, il nie la dangerosité du virus. Parce qu'il en a jamais parlé, c'est juste du sanitarisme. Là, on a été manipulé, puis on a rendu compte de tellement peur de la mort. Et en même temps, c'est devenu un tremplin pour nier l'environnementalisme. Mais tu sais, c'est 2 positions indéfendables scientifiquement. C'est radicalement indéfendables scientifiquement. Parenthèse, tantôt on parlait brièvement du livre Le mythe du bon sauvage de Jérôme Blanchet-Gravel où il dit que les écolos c'est juste des tatas superstitieux affiliés à des choses trash. Je pense que c'est probablement une des grosses raisons que ce texte-là s'est retrouvé. Ah, là. Probablement. Ben oui, il aime pas ça. Ah ben oui, hein, parce que... oui, effectivement. Si on choisit c'est quoi le sanitarisme et on crée le sens du mot, tu vas avoir un petit peu de cette notion-là là, que... C'est pour nous contrôler, puis blablabla. Hey, Félix Racine! C'est qui? Ben, on l'a découvert dernièrement. Il a écrit dans Libre Média. Il a fait un article anti-drague, le dragophobe. Là. Ma fille était allée voir un spectacle, là, puis elle est revenue, puis elle m'a posé des questions. Puis c'est super récent. Je savais pas. Il ressemble à Mr. Burns à genre 28 ans. Là. Ouais, ben, je pense qu'il est étudiant à maîtrise en je me souviens plus quoi, une science sociale à l'UDM, mais c'est un ancien président de l'aile jeunesse du PCQ.
pense qu'il a quitté ses fonctions en 2022, peut-être à peu près. Donc, bon, on sait à quelle église il va. Fait que là, il y a des candidats du PCQ qui font la promotion de Libre Média. Il y a des candidats qui sont il y a des gens qui sont très impliqués au PCQ qui sont maintenant rendus des chroniqueurs pour Libre Média. OK. Étonnant, n'est-ce pas? Hey, je suis vraiment surpris. Puis ils sont dans le livre de Jérôme Mounet tantôt avec l'autre. Hey, ça. C'est weird. Là, d'une ligne que, tu sais, quand on parle de dose homéopathique de raisonnement, tu sais, il parle de concentration du pouvoir, que ça devrait être justifié de manière très rigoureuse et être mis à l'abri de toute forme d'arbitraire. Le bout que j'ai surligné ici. Je peux passer à la prochaine. Tu sais, ça... OK, donc c'est vrai, mais tu sais, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Puis là, il y a... Où est-ce que tu t'en vas avec ça, Do, dans... tu sais, parce que parler de surconcentration de pouvoir, je pense que c'est légitime, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben oui. Puis là, il y a une page que je n'ai pas montrée, mais là, il fait une citation très carrée du sociologue allemand Max Weber, qui nous montre tous, si on fait un peu de sociaux, où il dit « Ah, il y a le savant et il y a le politique. » Dans le fond, il y a la science qui dit ce qui est vrai, ce qui est faux, puis il y a le politique qui est juste idéologique. Qui interprète ça. En fait, il dit même pas de même. Il dit c'est juste le politique qui est militant puis il décide. OK. Mais c'est purement politique, idéologique, puis c'est pas du tout lié sur la science. Puis c'est de là qu'on part. La recherche de la vérité n'est pas toujours la préoccupation principale du politicien comme elle l'est pour le scientifique. Son intérêt s'inscrit dans une lutte idéologique entre partis politiques, mais aussi entre les divers groupes formant la société civile. S'ensuit qu'accorder un pouvoir démesuré à une force politique au nom de la science revient à fausser le jeu démocratique et à brouiller à la fois la nature de la science et celle de l'action politique. C'est comme dire qu'on aime la tarte aux pommes. C'est vrai, mais c'est que c'est simple. Parce que le problème, c'est que les faits scientifiques ont une influence sur l'existence humaine et les décisions politiques ont aussi une influence sur l'existence humaine. Puis il faut tenir compte de la science pour, si on veut, avoir des conséquences bénéfiques aux gens. Ici, le problème, c'est qu'ils séparent complètement les deux. T'sais, c'est comme si d'un côté, il y a la science, puis il y a de l'autre côté, les décisions humaines. Puis... Est-ce que la crise a été gérée politiquement? Fait que, tu sais, ça serait supposé être un peu des deux, peut-être. Mais lui a décidé que c'était l'aspect politique qui gagnait, fait qu'il n'y a plus d'aspect scientifique. Ça, puis c'est là, je trouve, c'est un texte qui fait travail de session au cégep, début du cégep. Ah ouais, hein, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé chez Libre Média. Ils prennent les meilleurs aliments qu'ils peuvent. Ben oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que dans un cas comme la pandémie du virus COVID-19, tu peux pas entièrement séparer le politique et le scientifique parce que les deux, il y a des interrelations complexes entre les deux. Là, tu peux lire la phrase qui commence après le... Il est évident que l'intérêt politique a été un facteur déterminant dans la gestion de la pandémie. C'est subtil, hein? C'est très subtil. Malheureusement, je pense que tous les partis au pouvoir vont avoir tout est politique. En tout cas, tu peux passer à la prochaine. J'aurais aimé mieux que ce soit un autre parti qui gère la pandémie, mais c'est pas ça qui est arrivé. Là, tu peux... si t'es capable de lire, ça revient pas mal tout au même. Tu peux en lire autant que tu te sens capable. L'appel qu'on a fait aux forces policières contre des citoyens inoffensifs a été proprement abusif. Ben oui, il n'y a pas de virus, il n'y a pas comme de mesures à appliquer. Comment établir par des arguments scientifiques qu'un citoyen se promenant seul paisiblement en soirée constitue un danger pour la santé publique? La répression a été utilisée de façon grossière et contre des citoyens qui n'avaient commis aucun méfait. Ben c'est ça, un couvre-feu. Moi aussi, je ne l'ai pas aimé. Mais tu sais, le couvre-feu est en somme une mesure autoritaire qui déborde la compétence scientifique qui a créé un lot précédent politique. Je ne sais pas, ça. C'est que si tu... Mettons, là, toutes les personnes que je connais qui sont pro-couvre-feu, ils disent, selon moi, ça a été plus... Tu sais,
Je pense qu'au final, ça l'a fait qu'au Québec, on a eu un meilleur score qu'ailleurs. Je pense que les bénéfices ont contrecarré les désavantages. Ben, Les tu sais, personnes pro-couvre-feu, ça reste un petit peu raisonnable dans l'interprétation. Mais les personnes anti-couvre-feu, il n'y a aucune nuance. Ça a été, de ceux que je connais, là, je veux dire, il y en a, ceux qu'on lit, qu'on présente ici, je suis certain qu'il y en a qui ont des nuances, puis qu'au final, ils sont contre. Mais ceux qu'on est en train de lire là, ça marche pas pantoute. Là, c'est... ben, tu sais, c'est le couvre-feu, c'est une des grandes choses qui est indéniable scientifiquement avec le virus, c'est qu'il se nourrit de contact social. Les gens sont proches, les échanges de particules aériennes fait que le virus se transmet. Le couvre-feu combattait en quelque part indirectement ça. Je suis d'accord beaucoup. Tu sais, je rajouterais aussi la question des bavures policières, de la délation, de l'abus de tickets. Je m'excuse, tu sais, j'aime les lectures légères, fait que je lis sur les dictatures comme la dictature nazie, la dictature de Staline. Les États policiers dictatoriaux, souvent, il y a beaucoup de documentation, même quand ils essayent de cacher leurs traces. Ce qui me frappe, c'est qu'ici, ils parlent beaucoup de délation et d'abus policiers, mais ils citent rien du tout. Oh, au Québec, il y a eu plein de délations puis d'abus policiers, genre. Si c'était réellement le cas, ou en tout cas, si ça existe vraiment, tu sais, me semble qu'il doit y avoir au moins des données de base qui permettraient de... Ouais. Ça a l'air d'être du feeling, son argument, hein, directement du classeur d'Alexis. En tout cas, je reviens souvent avec un personnage blackface dans le film Tropic Thunder. Ouais. Parenthèse, quand on écoute bien le film, on voit que c'est une vraie critique très bien ciblée de la notion de blackface. Là. Je vous suggère de l'écouter. Pour citer le memes, everybody knows you never go full retard. Puis je pense Félix Racine, il aurait dû écouter le memes. Ok, je comprends. Veux-tu que je te lise tout ce qui est beurré là rapidement? Là? Autant que t'es capable. Mais comment expliquer l'approbation de ces mesures par la population? Comment expliquer que le monde ne pensait pas comme moi? Comment expliquer l'adhésion à des politiques autoritaires pour lesquelles la caution scientifique est douteuse? Tout d'abord, il importe de noter l'importance démesurée qu'a prise la publicité sanitaire. Ben oui. Des moyens massifs ont été mis à disposition afin d'implanter les normes sanitaires dans l'ensemble du territoire. Je suis d'accord qu'il y en a eu pas mal. La loi sur la santé publique a été un vecteur d'hégémonie pour le gouvernement qui a eu tout intérêt à ce que la situation de crise se maintienne le plus longtemps possible. Ça a été quand même pas mal géré pareil dans toutes les démocraties là, d'Occident. Là. Ça a pas mal quelque tout chose fini en qu'on même voit temps, jamais là. dans ce livre-là, des comparaisons Ouais, empiriques claires entre le Québec et ailleurs. En tout cas. Les mémoires comparées, là, pas juste chialer. Là. Les médias sont montrés bien peu critiques du gouvernement. Il faut dire que les subventions qui leur ont été généreusement distribuées les dissuadaient aisément de toute velléité de critique. On revient aussi au concept que s'il y a une gang de conspis qui chialent tout le temps, tu veux pas être avec eux autres, là, c'est sûr. Parenthèse, c'est des bouts de main, je trouve que ce livre-là, c'est un manifeste pour Libre Média, carrément. Oui, nous, on est correct, on n'a aucune subvention. Oui, officiel. Pour la preuve, les 125 députés du Parlement ont unanimement approuvé le couvre-feu. Un tel unanimisme est foncièrement anormal dans une démocratie plurielle. Ben non, c'est pas vrai. Tu sais, ça vient de réarriver avec une mesure pour essayer de décrier ou de condamner la violence aux minorités sexuelles. Je me rappelle pas exactement comment c'était formulé. Mais tu peux trouver 125 personnes qui sont d'accord avec quelque chose. Tu sais, c'est... Ben, tu sais, c'est... Tu sais, il y a certains faits, tu sais, que... Tu sais, ils sont là, un point, c'est tout, je veux dire, puis il n'y a pas 100 000 façons de les combattre. Ben oui. Puis là, le couvre-feu, 125 députés, je sais même pas si c'est vrai, ça non plus. Là. On peut... Peut-être que Chiolé, il fait ça à la bonne franquette, hein, on pourrait dire. Black Sabbath. Hein. Je sais pas si tu reconnais c'est quoi le titre de... Paranoïde. Ouais. Ouais. Checkez bien. L'aversion du risque, la délation et la peur sont devenues insidieusement des valeurs promues par le régime. Régime, hein? La délation promue par le régime. De basses pulsions ont été élevées au rang de nobles sentiments, le tout sous couvert d'altruisme sanitaire. Les mesures sanitaires anxiogènes ont eu aussi comme conséquence de semer la discorde et de reléguer tous les dissidents dans la marge de la déviance. Ben,
les dissidents dans la marge de la déviaille. C'est wow, hein? C'est paranoïde, effectivement. Lors des fréquents points de presse du gouvernement, le concept de liberté a toujours été instrumentalisé comme l'objectif ultime de cette politique. La manœuvre rhétorique étant de faire miroiter des lendemains lumineux en échange de l'application inconditionnelle de mesures décrétées. Oh, mais il y a un virus, genre... Bon. Aïe, 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 man, Galette Tremblay, là. C'est Galette Racine, excuse-moi. On peut passer à la prochaine. Ben oui, j'espère, on va faire. Celle-là, tu veux dire, on s'en crisse? Je vais juste résumer rapidement, mais tu sais, il dit qu'en réalité, il essaye de dire que c'est les mesures sanitaires qui ont fait réellement des dégâts, mais tu sais, il parle jamais des gens qui sont décédés. Ben non, il n'a pas besoin. Des gens que, tu sais... Il est pas mort, lui. Pourquoi qu'il parlerait des gens qui sont morts? Lui, il est pas mort, Francis. Peut-être son cerveau a été atteint, on sait pas. On sait pas. Mais il parle... Partage, je m'excuse, Tommy, je pense qu'on est cinglant envers les gars qui ont fait ce livre-là, mais je pense que c'est un peu mérité. C'est de la boîte, là. Ils disent des choses très graves, mais sans tenir compte du contexte. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est très profondément irrespectueux envers les gens qui se sont battus contre le virus. Officiel. Les policiers gens qui n'étaient pas des outils du sanitarisme radical qui voulaient nous enlever nos bartés. Les policiers ils ont été polis dans beaucoup de clips que j'ai vus, puis ils nous protégeaient contre la propagation d'un virus qui est trop souvent mortel, puis qui a des répercussions qu'on connaît pas encore tout à fait. Il y a du monde que je connais qui bande plus, il y en a d'autres que ça fait 1 an qu'ils sont essoufflés, il y en a d'autres qui goûtent plus, tu sais, c'est ça, t'as rien de tout ça dans ce texte-là. Ben non, il n'y a pas de ces nuances-là. Là. Tantôt, il a dit que parce que la pandémie a été gérée uniquement politiquement, parce que c'est tout un ou tout l'autre. Ça pouvait pas être comme, mettons, un peu politique puis un peu sanitaire, pour le bien public. Non. Imagine le cynisme que t'apportes à ce qui est en train de... C'est du... Ça prétend, en plus, avoir comme le levier de poser des questions, d'avoir le courage de poser des questions. C'est pas des questions de chiale. Qu'est-ce que t'as fait pour aider le monde? T'es pas un scientifique, là. Fallait écouter Didier Raoult. Femme donc ta gueule. Ça, c'est comme le courage du gars qui s'en va voler un enfant qui sort du magasin de bonbons. Là. Genre, là, c'est un peu ça. Là, c'est... Ça fait qu'on continue, on passe à la prochaine. On peut skipper jusqu'à temps qu'on soit à Vincent Mathieu. Je vais l'aller rapidement ici. Là. Il faut que j'arrête de dire tout le temps rapidement. Il est scandaleux que le nombre insuffisant des lits d'hôpital, conséquence d'un modèle public inadapté, tienne une population entière en otage. Yes! Privatisation. Le réflexe de soumission des Québécois étonne, compte rendu des résultats décevants de la gestion de la crise sanitaire. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, moi, de ce que j'ai su par rapport à l'âge de la population, puis du reste à gérer. On a eu moins de morts qu'en Floride, hein, déjà, en partant. Ouais, c'est ça ce que je disais tantôt dans l'émission pour les gens qui écoutent le clip de mon historien. Pendant, je pense beaucoup des gars qui ont contribué dans le recueil qu'on regarde actuellement sont des libertariens de droite, probablement qui ont des sympathies pour Éric Duhaime et le PCQ. Ils parlent beaucoup de liberté, qu'il ne faut pas qu'il y ait de mesures sanitaires ou le strict minimum possible. Ils nous parlent jamais des statistiques de la Floride. La Floride, aux États-Unis, chaque État avait ses propres mesures. La Floride, c'est un État où il y avait pratiquement aucune mesure grâce à Ron DeSantis. Puis, pas de mesure. Puis de l'autre côté, la Floride a un climat qui est très défavorable au virus. Il fait très chaud, donc ça fait que le virus... on l'a dit tantôt aussi. Puis les autres, ils en ont eu 2-3 fois pire. Ouais, c'est ça que je dis quand tu regardes les statistiques, toute proportion gardée, 2 à 3 fois plus de morts de malades qu'ici. Je pense que c'est un passé, je dis bien, hein? Effectivement. On est rendu à Vincent Mathieu. Lui, rapidement, ce qui m'étonne, c'est quand j'ai vu comment il est décrit, puis j'ai fouillé pour être sûr. C'est un psychologue diplômé de doctorat assez récemment, donc quelqu'un qui est supposé avoir une formation en scientifique. Psychologue, t'es quand même level plusieurs. Il est membre de l'ordre, puis aussi vu que c'est un intervenant en santé mentale, j'étais comme, spontanément, ok, c'est un de mes bros, là. Moi-même, je suis travailleur social, diplômé de maîtrise, suivi en santé mentale, j'étais comme... Tu vas te reconnaître. Là.
J'ai comme quelqu'un qui devrait avoir de la méthode, tu sais, un sens de la rigueur. J'espère pas être déçu. Fait que dans une démocratie libérale bien comprise, il peut y avoir des moments de crise à l'intérieur desquels la liberté et les droits individuels se subordonnent à un but collectif. Une chance, ben oui. Mais la menace de la COVID-19 était-elle de cette ampleur? Ben oui. La légitimité de l'urgence sanitaire soit constamment remise en question au sein de la société civile. Ben oui, mais parce qu'il y a du monde qui chiale, ça veut dire que c'était pas assez... Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des piles de cadavres. On commence à réagir quand il y a des piles de cadavres. En lisant ces lignes-là, je vais dire mes espoirs ont mangé une shot de brick entre les deux yeux. Hey, c'est niaiseux. Il est capital de se demander si les mesures sanitaires ont une visée temporaire ou si elles servent à marquer les usages communs et installer durablement de nouvelles normalités. Bah, conspire. Calvaire. On vient de commencer, Une Tommy. page. De manière générale, il semble réaliste de poser que la tendance politique actuelle est à ce qu'on pourrait appeler la société de contrôle. Ben voilà. Les gouvernements occidentaux, dans leur ensemble, ont en tout cas réagi avec beaucoup de fermeté à la menace d'un virus qui s'est pourtant révélé beaucoup moins létal que les prévisions. Bref, moins létal. Commentaire. Il manque de morts. Il cite des sources scientifiques, fait que ça paraît sérieux. Le problème, je tiens à dire, il en cite rien qu'une ou deux, puis j'ai fait mes recherches sur les auteurs. Puis en réalité, c'est des textes qui ont été extrêmement critiqués, discutés, qui ont eu des débats houleux. OK. Puis qu'après coup, qui n'ont pas été validés. Tu sais, je pense au minimum, s'il aurait voulu être fair play, il aurait dû mentionner au moins qu'il y a eu des débats houleux autour des textes qu'il cite. Oui. Puis je tiens à dire aussi, le problème, c'est que l'affaire, c'est que dans le contexte de la pandémie, il y en avait 100 000, il y en avait plein de données, il y en avait beaucoup de textes. Oui. En quelque part, il faut se demander, d'autres, pourquoi tu cites ce texte-là et que tu parles juste de lui. Ouais. Ben oui. C'était idéal pour cherry-picker. Robert Malone, c'est un scientifique dans ce temps-là. Les démocraties actuelles diffèrent des anciennes sur un point essentiel. Elles ont une confiance quasi aveugle en leurs dirigeants. Ben voyons, non, là. Tabarnak. Voyons, asti, c'est niaiseux, ça. Ça, Tommy, pour préparer ton esprit à ce qui suit, ça met le ton pour le reste. Parce que là, en fait, cette ligne-là, c'est un bel esti de procès d'intention. Ah, ben oui, là, on tombe dans l'espèce... ils présument qu'on est tous Stockholm all the way, genre, là, que... Puis ça arrêtera pas pour le reste du texte, malheureusement. On peut continuer, hein. Crée Mathieu, hein. OK. La gestion de la COVID-19 au-delà de ses incohérences et de ses ravages, rien de moins, hein. Des ravages. Incohérence all the way, mais ravages. Dévoile ainsi une nouvelle réalité politique caractérisée par la dissolution des valeurs qui sont à la base de la démocratie libérale. La Barté. Plus de Barté. Hey, ce gars-là doit pas avoir de fun à la ronde. Là. Il est en rangée, man. Il est en ligne pour... mais la démocratie libérale et le libertarianisme et la valeur de mon achat est dévalorisée par le fait que je glande en rangée à la place de faire des raids sur le monstre. Cette parenthèse, je tiens à rajouter, comme quasiment tous les autres textes du livre, il n'a pas parlé du virus à date. La gestion de la COVID-19, il parle du virus comme d'une entité, mais c'est vrai qu'il fait attention de faire le tour des répercussions où il prend pour acquis que tout le monde a la même vision de COVID-19 que lui. Pour lui, ça veut dire une affaire, puis il avance avec ça. Ouais, mais c'est comme si le virus était inoffensif et que c'était une non-variable. Parce que lui, il le considère inoffensif. Il pense que tout le monde le considère inoffensif, puis c'est la seule définition possible de ce mot-là. Je tiens à dire, moi, j'ai des collègues qui ont dû travailler dans un des CHSLD du CIUS pour lequel je travaille, puis durant les 2-3 mois de la première vague, ce centre-là a perdu à peu près le tiers de ses résidents. C'est beaucoup, là. Bravo à ces personnes-là. C'est un centre qui a beaucoup plus que 200 lits aussi. On peut passer à l'image suivante. Tabarnak.
Là, je pense que tu peux lire le surligné juste après l'image du grand Staline. Au nom de la morale et du bien commun des sociétés socialistes et collectivistes, ont par le passé justifié les pires exactions. Oui, effectivement. C'est très modéré de considérer le... Oui. C'est de ce danger qu'il faut aujourd'hui se méfier, car la cohésion sociale est parfois confondue avec l'assujettissement de l'individu. Aïe, aïe, c'est un psychologue, hein? T'avoues, ça me fait un peu capoter. Aïe, aïe. Ça va, man? Qu'est-ce qui... Tu peux te commander des burgers, là? Tu peux faire ta job de psychologue de chez vous comme tu veux. C'est quoi qui te manque? Wow. Wow. Un totalitarisme nouveau. Ben oui. Le sanitarisme, c'est un totalitarisme. Lui pouvait imposer à sa base des lignes de conduite complètement déconnectées du réel. Mets ton masque quand tu vas t'acheter des cigarettes. Complètement déconnectées du réel. Quel horrible arbitraire, c'est dictatorial. La pensée d'un grand défenseur du libertarianisme comme Friedrich et Hayek. Je ne connais pas ce personnage. Ah, ça, c'est... Le libertarianisme. Okay, libéralisme, par contre, désolé. Ça, je vais y aller. Tu sais, c'est quoi les politiques économiques néolibérales? Le trickle-down. Hayek, c'est un des fondateurs philosophiques de ce qui est le néolibéralisme économique. C'est un économiste autrichien. OK. Qui a pondu un texte, j'oublie son titre, c'est correct parce que je pense pas que ça vaut tant la peine de le lire, qui dit qu'en dans le fond, carrément les interventions économiques, gouvernementales, sociales, économiques, tout ça mène au national-socialiste, que entre le communiste de Staline, le collectiviste nazi de Hitler, puis les politiques économiques de l'Occident, tout ça mène, dans le fond, au fascisme puis au collectivisme, puis que c'est horrible. Tous les gouvernements sont inhéremment fascistes, genre. Les gouvernements, c'est ça le mal, en gros. Je trouve ça vraiment fascinant qu'ils utilisent Hayek comme source, parce que, tu sais, cet argumentaire-là a beaucoup marqué les gouvernements. Ils l'ont adopté semi-secrètement. Mais le problème, c'est qu'en réalité, le moindrement que tu es rigoureux dans ton analyse des idées, t'en as à la tonne des analyses académiques des gouvernements autoritaires, nazis, communistes et autres. Il y a vraiment de quoi aller à fond dans les nuances, à fond dans les analyses, puis c'est un sujet qui est très vaste. Mais lui, rien de tout ça. Hayek, let's go. Ouais, c'est ça. Il faut pas qu'il y ait d'intervention gouvernementale. Tous les gouvernements sont des nazis. Et le nouveau totalitarisme, la propagande idéologique, l'uniformité d'un message des autorités entourant la gestion de la crise de la COVID en est un exemple patent. Ça, je trouve ça hallucinant, ça, cet argument-là. Partout sur la Terre, quand il y a un incendie, ils essaient de crisser de l'eau dessus. L'uniformité des mesures entourant la gestion des incendies est un exemple quand même assez louche de comment Big Machin est en train de nous manipuler nos chemtrails. Tu sais, il parle de propagande illogique. L'uniformité du message des autorités entourant la gestion de la crise de la COVID-19 en est un exemple patent de propagande idéologique. Hein? Ben oui. Tu sais, quand Olivier Jolicoeur avait un propos semblable, c'est un peu frustrant, mais tu dis, OK, le gars, il a pas une carrière de clinicien, de chercheur. Il est pas un diplômé d'études supérieures, parce que sinon, il l'aurait écrit. Mais Vincent Mathieu, tu sais, c'est un diplômé de doctorat dans une discipline, quand même, une profession assez importante. Puis la formation en psychologie en général, ça vient avec beaucoup de formation en méthode de recherche, en raisonnement scientifique. Ben, il me semble que c'est une job sérieuse plus que d'autres, là, sans dire que tous les doctorats ne sont pas sérieux, là, mais il me semble que ça en est une, en tout cas. Ben, tu sais, c'est ça, mais malgré tout, lui, il nous pond ça. Oui, effectivement. Avec toutes ces nuances. On passe au prochain. Comme le mentionne, je veux lire celle-là. Comme le mentionne Hayek, l'oppression est souvent moins ressentie qu'on ne pourrait le croire dans un régime totalitaire
car les gouvernements réussissent très bien à faire penser le peuple de la manière qui leur convient. Ah, mais tabarnak, dude, esti, tu peux... Qui risque que t'es... Aïe, ça me choque comme raisonnement parce qu'en fait, j'ai lu des textes fouillés sur la propagande, puis en général, il y a beaucoup de textes, ils sont pas tous d'accord, mais l'idée que la propagande l'a facile, qu'elle fait juste convertir le monde, puis que le monde embarque, let's go, c'est pas tant vrai en général. Quand il y a une propagande, la propagande qui marche est basée sur des idées, des désirs qui sont déjà là, qui sont bien implantés. L'idée que les gens sont juste pervertis, détournés par la propagande, c'est un peu un faux argument très facile. OK. C'est vrai, par contre, que ça se tient quand tu y penses comme ça, mais des fois, le ressenti puis la réalité, c'est deux affaires. Oh, c'est le Dark Knight. Veux-tu que j'y aille? Qui aurait dit qu'il serait devenu souhaitable de vacciner les enfants avec un produit en phase d'essai clinique dont la probité des données est douteuse? Non, ça, c'est faux. Et ça, pour combattre un virus qui, pour la très grande majorité, ne les affecte pas. Ça aussi, c'est très faux. D'où le memes... Donc, ben oui, c'est ça. OK, il s'est fait couper les bras, mais c'est comme s'il n'y avait rien. On confond... Oui. on confond en fait la liberté avec le pouvoir absolu de contraindre. C'est ainsi que la liberté, vieille valeur fondatrice de l'Occident moderne, en vient à être raillée. On s'en moque de ceux qui la défendent, les guerriers de la liberté, on a ri quand même pas mal d'eux autres, en leur réservant toutes sortes de colibets. La liberté, ben oui. En fait, la liberté fait peur. Elle vient avec une grande dose de responsabilité et de risque. Ta femme d'autre à gueule, l'antivax. Beaucoup lui préfèrent de loin le confort et la sécurité offerts par le Léviathan que décrit Thomas Hobbes. Tabarnak, il va varier, c'est de la culture. Je sais pas s'il est anti-vax, mais il a été très sévère. J'ai pas l'impression qu'un psychologue devrait donner son opinion sur le vaccin aux enfants. Puis quand il dit que c'est de la science douteuse, ben c'était pas vrai que c'était douteux. Il y aurait le devoir de documenter réellement son propos. Mais je veux dire, si t'es Hobbes puis d'autres auteurs comme ça, comme Druckner, Hayek, c'est des auteurs importants, mais il y a quelque chose d'un peu tout croche, puis qui fait très name-dropping à la façon qu'ils utilisent. Ouais, ça, je l'ai reconnu, ça. Je suis pas un psychologue, là, mais ça, je l'ai reconnu. C'est ça. La minorité qui garde un penchant à la critique doit être muselée. Chaque acte du gouvernement doit être sacro-saint et à l'abri de la moindre critique. Ben, tu vas être content parce que les moutons se sont tous fait vacciner, fait qu'ils vont tous mourir, puis il va rester juste ceux qui se battent contre le gouvernement. La vérité ne devient qu'une idée imposée par l'autorité. Ben, sacrément, calme-toi, donc 84. Pendant ce j'ai quelques autres images de ce texte-là, mais ça reste pas mal dans le même ordre. Il y a un passage où il dit que le passeport sanitaire, c'était juste idéologique et politique. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans les détails? Ben, j'ai l'impression qu'on a déjà entendu ça un petit peu partout. Tu vois aussi, hein, gars, il y a quand même beaucoup de... C'est le gros travail de recherche, là. J'ai beaucoup aimé ça, gars. C'est sur François qui est allé chercher sa source ici. Et la François, c'est Epoch Times, mais de France, genre. C'est all-in sa sauce. Il n'y a personne de sérieux. Et surtout pas un psychologue que j'aurais envie d'aller voir. Et ça, il y a un bout que j'ai vu, il parle de l'ivermectine, puis en tout cas... ça, c'est la bullshit qui a rendu les America's Frontline Doctors riches à millions, l'ivermectine. Tu vois qu'ils citent des affaires, mais que le moindrement que tu creuses un peu, c'est comme ça devient pas mal... Ça sent pas très bon. Fait que peut-être qu'avec crise sanitaire et régime sanitariste. On est rendu à la page 182, là. Alors, c'est la 148. Je suggère qu'on aille au prochain texte pour ménager nos santé mentale. Claude Simard. Oh. Je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Ah là, Tommy, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt, man. Mais l'es-tu vraiment? Je suis prêt. C'est Claude Simard, c'est lui qui a fait, me semble, la préface du livre de Marco Wingenberger, l'historien citoyen de Libre Média. Oh, on est dans le gros wattage, là. Je pense, si je me souviens bien.
Win Gerber. En tout cas, c'était là, Max, informe-moi. Vas-y. Bon. OK. Claude Simard, parenthèse, c'est... il a travaillé comme prof puis comme chercheur en sciences de l'éducation. Je crois que c'est pas clair s'il y avait un poste régulier, mais en tout cas, checkez bien comment ça se passe. Je pars. Ce paradigme social à caractère hospitalo-médico-centrique est désigné par le néologisme de sanitarisme. Sanitarisme en italique, qu'on peut définir comme un mode d'organisation sociétale axé sur la prophylaxie et autorisant, au nom de la santé publique et spécialement pour éviter l'engorgement des hôpitaux, l'imposition de mesures contraignantes à l'ensemble de la population, allant du port d'un masque dans l'espace public, jusqu'à la limitation des droits civiques tels que la liberté de circulation, de réunion ou d'expression, le droit au travail et le respect de l'intégrité physique. Parenthèse, la phrase n'est pas finie. Le droit au travail, c'est parce qu'il faut que tu sois vacciné, genre, de la personne. Le droit d'intégrité physique de la personne. On appelle... Nouvelle phrase. On appelle sanitaristes les personnes qui soutiennent ce genre de régime biopolitique. Biopolitique, parenthèse, c'est un terme savant, ça vient de Michel Foucault. C'est un terme beaucoup qui parle de la gestion abusive des populations puis de dynamique oppressive, en fait. C'est assez un terme de niche, là, mais je trouve ça assez particulier qu'ils nous pondent ça. Dans de nombreuses régions du monde, notamment au Québec, la crise covidienne a entraîné la suspension de l'état de droit dès lors que les gouvernements, en vertu de l'urgence sanitaire, ont interrompu le parlementarisme pour permettre au pouvoir exécutif de mener la gestion de la pandémie de façon discrétionnaire par décret, sans l'encadrement des représentants du pouvoir législatif. Je trouve que c'est tendancieux comme propos, puis c'est très poli de ma part de le dire ainsi, parce que les salles, les cours, les avocats, les juges, tout ça continuait de marcher. Puis aussi, à nouveau, ça tient pas du tout compte, on parle pas du tout du virus. C'est comme... C'est tout idéologique, c'est tout autoritaire. C'est de la merde! C'est comme dit Pierre. Merci Pierre de compléter le propos. L'hégémonie assurée au discours sanitariste le rattache au genre totalitaire. Puis là, quelque chose qu'il fait dans la citation de bas de page, il parle de... Il faut que tu mettes un masque pour aller au dépanneur. Parce qu'on est en dictature! Calvaire, man! Il fait un move que je trouve très crasse dans ce bout-là. Il cite Victor Klemperer. Peut-être mal prononcé. Klemperer, c'est un philologue qui a vécu pendant l'Allemagne nazie, un juif qui a à peine survécu, puis qui a publié un livre assez connu, mais qui n'a pas eu tant de retentissement dans le grand public, où il analyse le langage de l'Allemagne nazie, le langage totalitaire. OK. Puis là, dans sa longue note de bas de page, Claude Simard, en gros, je vais vous épargner la lecture, mais il se réclame de ça. La gestion sanitaire, ce serait des abus de langage pour instaurer une dictature. Un petit peu de la même manière que l'ont démontré les recherches du gars qui a été dans un camp de concentration puis que sa vie a été scrappée par des nazis allemands. Là. Exactement. On est creux de même, Tommy. J'espère que tu es capable de continuer. C'est nuancé, j'aime ça. C'est le fun aussi parce qu'on sait qu'on parle pas à une victime. Tu sais, si, mettons, parce qu'il faut qu'il mette un masque pour aller au dépanneur puis qu'il y a un couvre-feu pour arrêter un virus, lui, il compare ça à des Juifs dans des camps nazis qui sont morts d'une guerre vraiment dégoûtante. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Mettons que tu sors la pire affaire déjà en commençant, il peut plus arriver rien de pire. Tu sais, t'es déjà au pire. C'est Ultimate Karen déjà, genre. C'est capoté. Non, mais si tu veux que je dise le plus durement que je suis capable, Tommy,
Tu sais, c'est comme si Claude Simard se comparait au système nazi. Ben, c'est simple. Le système nazi, les camps de concentration, ils triaient les femmes, les enfants puis les hommes quand ils débarquaient des trains. Les femmes puis les hommes... les femmes puis les enfants allaient dans les chambres à gaz. Ben oui. Puis Puis Claude Simard se compare à ça. Je pense que ça nous donne le droit d'être un peu cinglant, la non? quantité de livres qui ont été écrits par des Juifs dans les camps de concentration et édités du vivant de ces personnes-là pour nous parler de comment ils avaient souffert dans... C'est hallucinant. Comment tu veux parler avec quelqu'un qui se compare à la pire exemple de ce que ça peut nous... La personne la moins confortable du 20e siècle. Là. Puis il y en a eu d'autres, là, je veux dire, pour comparer les dictatures puis les camps dégueulasses. Là. Il y a eu des goulags puis le reste. Tu sais, pendant je tiens à dire que Claude Simard, c'est un employé d'université. Je sais qu'il reçoit, par exemple, une pension de l'université. C'est lui qui a une page Wikipédia épeurement étoffée. Là. Non, ça, c'est Marc Simard au début du livre. OK. C'est un Simard, mais un autre. Un autre Simard. Mais parenthèse, c'est quand même supposé être un universitaire qui est supposé être rigoureux puis nuancé. En tout cas. Buchenwald, c'est plus petit que Auschwitz, qui est plus petit que le dépanneur. C'est excellent, câlisse. Aïe. Je me lance. Merci d'être là, les spectateurs. C'est capoté, là. Le sanitarisme n'a pas encore basculé dans la terreur, mais ce régime biopolitique, on le ramène, peut être vu comme totalitaire en ce qu'il s'implante par la peur de la maladie et de la mort, qu'il s'infiltre dans tous les aspects de la vie, tant privée que publique des individus, qu'il se montre répressif en recourant à la force policière et en infligeant des amendes exorbitantes à quiconque enfreint les règles sanitaires, qu'il incite les citoyens à la délation, qu'il se livre à une forme de surveillance punitive de la population par le passeport vaccinal. Jusqu'à cet argument-là, là, tu pouvais pas mal sortir ça dès qu'une mesure collective minimumement radical arrivait à n'importe qui par rapport à n'importe quoi. Là. Parce que là, le passeport vaccinal, ça n'a pas tout le temps été ça. Qu'il ostracise les individus qui ne se soumettent pas à ces injonctions en voulant leur imposer, par exemple, une taxe supplémentaire que vous n'avez pas eue. Il n'y a pas eu de taxe supplémentaire. Enfin, qu'il encourage la servitude volontaire, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi, du peuple à travers d'un discours qui exige docilité et soumission et qui bloque toute contestation. Hallucinant. C'est de la grosse victimite. Dance. C'est mon préféré à date. Lui. Mais si tu vas ça, c'est fond... virtuose de faire pitié. Là. Ce gars-là, il a sûrement sa maison en banlieue avec un char de payé pis tout. Il prend une douche chaude quand il veut, mais tabarnak, il est en dictature. Mais que la pire chose de sa vie, c'est qu'en hiver 2021, il pouvait pas manger son corps. Ouais, c'était pas vacciner. Pas pouvoir manger son quart de sel à saveur de poulet dans la salle du Saint-Hubert. Genre, tu sais, peu à l'eau danseuse pis ces affaires-là, c'est hallucinant. Dans notre cas, ce serait la réalité même de la pandémie qui exigerait tout ce déferlement prophylactique à l'exclusion de tout autre procédé. OK. Va... au bas de surligné, au bas complètement. Le virus en question s'attaque essentiellement à quelques catégories de la population. C'est d'argument de merde. À quelques catégories de la population, dont les personnes âgées, particulièrement celles souffrant de comorbidité. Fait qu'on s'en calisse. Il est somme toute d'une virulence modérée puisque la vie de plus de 99% de la population mondiale a été épargnée. Christ, que c'est niaiseux. C'est sidérant à un degré. Je sais pas si c'est de l'inculture, de la mauvaise foi, mais je sais que moi j'ai parlé, par exemple, à des gens qui travaillaient en médecine physique, en santé physique dans les hôpitaux, dans les urgences, pendant la première et deuxième vague, puis ils me disent qu'en réalité, t'as quand même eu beaucoup de jeunes au sens large, des gens dans la quarantaine en descendant qui sont tombés gravement malades. Ils sont pas morts, mais ils ont passé un mois ou deux. Je le disais tantôt, il y a plein de répercussions qu'on sait pas. Je connais du monde qui sentent plus rien, c'est moche, là, tu sais.
c'est pas la seule affaire plate qui arrive avec le COVID, c'est pas je meurs, sinon il y a pas de problème. C'est pas ça pantoute. Il y a plein de monde qui sont encore essoufflés, qui ont perdu plein de leur capacité. Il y a des athlètes qui ont été obligés de prendre leur retraite, puis que c'était vraiment pas ça leur plan de match. C'est niaiseux, c'est obtus. Puis, tu sais, on va se le dire, là. M'a même y donné, là, 99,9% de la population qui survit. On est 8 milliards, tabarnak. Si t'as 99,9% de 8 milliards qui survit, t'as des millions de morts, hostie. C'est ça, Tommy, parce que, tu sais, je me souviens, tu sais, j'en parlais avec un ami qui me disait, mais tu sais, ils ont dépassé le million de morts aux États-Unis. Ben, Ils sont 300 millions et plus aux États-Unis, fait que tu peux dire, c'est juste un millième. Mais tu sais, 1 million. C'est du monde en tabarnak. Puis l'argument, là, ben là, la moyenne d'âge des morts, c'est genre 84 ans. C'est un argument de merde, là. C'est pas parce que quelqu'un, il réussit à toffer sa vie jusqu'à 84 ans qu'elle vaut moins cher, me semble. Puis tu sais, pour combattre ça, il fallait que tu travailles de la maison, puis tu mettes un masque au dépanneur. Puis qu'idéalement, va te faire vacciner, sinon change de monde. C'est comme le texte d'Olivier Jolicoeur, mais là, c'est écrit par un universitaire. Puis là, ce qui est sidérant, c'est de se dire, ils ont été toute la gang à reviser ce texte-là, puis à dire, OK, let's go, boys, c'est le bon. On l'envoie à l'imprimante, puis on envoie ça dans les librairies. Puis il y avait peut-être d'autres aussi, d'autres postulants, d'autres personnes qui envoyaient des textes, puis on dit, on ne te prendra pas parce que là, ta potion de juju, ça ne pognera pas dans notre... Je sais pas si je voudrais voir ces textes-là. Hein. Anyway. Moi, je pense que je voudrais les voir. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Ben, certain, Joe, il est avec nous autres. Oui, j'écoute attentivement depuis tantôt. En fait, je tiens à en parler parce que moi, j'ai eu la COVID, c'est drôle, la première journée que j'ai eu la COVID, j'ai fait l'entrevue à d'Ivoire. Ma conjointe l'a eu également. Mais ma conjointe, moi, ça n'a pas été beaucoup de conséquences, presque rien, mais ma conjointe, elle a la COVID longue. Elle fait partie du 10% de la population qui a la COVID longue. Et elle est toujours traitée au CHUM pour ça, dans une équipe spécialisée. Ah, tabarnak, hein? Elle n'est pas retournée au travail depuis la fin octobre. Pendant plusieurs mois, elle était presque pas fonctionnelle. Je devais vraiment... elle n'était pas capable de conduire. Elle était couchée presque à longueur de journée. Heureusement, elle a beaucoup évolué là, dans les dernières semaines. Elle s'en va vers le mieux. Puis on est confiant qu'elle va peut-être pouvoir retourner au travail l'automne prochain. Mais plein de monde... comme ma conjointe, il y a des gens qui ne vont plus jamais travailler. Ma conjointe est dans la quarantaine, donc quand ils disent, quand il écrit plus de 99% s'en sort bien, mais quand il y a 10% des gens qui ont la COVID longue, tous ces gens-là qui ont peut-être leur carrière à scrap, qui ont 40 ans, 45 ans, il y a des mères de famille, des pères de famille, tous ces gens-là, on dirait qu'on s'en fout complètement. C'est ça? Ben ça, c'est la... Je pense quelque chose que ces ploucs-là parlent pas. Jonathan en a bien parlé, c'est la COVID longue, des gens qui ont des séquelles neurologiques, des effets graves sur leur vie quotidienne. Je veux, avant de te laisser aller, je pense que c'est important juste de passer le mieux à Madame Blais ou Madame ta copine. Stéphanie. C'est ça, passe le mieux à Stéphanie de la part de tout le monde ici. Là, voilà. Ça s'en va, on est confiant, on est chanceux. On est confiant qu'elle devrait s'en sortir parce qu'elle s'améliore de semaine en semaine, de mois en mois, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Ce qui est dur dans la COVID longue, c'est vraiment d'accepter que c'est un rétablissement très, très lent. Il faut faire par petits pas. C'est encore une maladie très, très peu connue, très, très peu connue jusqu'à maintenant. Donc, même les médecins, les équipes spécialisées, ils sont encore en train de créer les données probantes. Là. Fait que c'est ça qui n'est pas facile non plus. Là. Il faut vraiment comme se débrouiller, puis vraiment, on apprend au fur et à mesure avec les médecins, finalement, là, puis les spécialistes. OK. Mais ça, ce qui est triste, c'est que c'est des cas comme ta conjointe, Jonathan. J'espère que ça ira continuera d'aller de mieux en mieux. Tu sais, c'est des gens, tu sais, que beaucoup de souffrance, beaucoup de limitations. Parfois, c'est temporaire, parfois, c'est moins temporaire. Moi, j'en connais personnellement.
Mais là, Claude, il fallait qu'il mette un masque pour aller s'acheter des cigarettes. Ouais, pauvre gars. Ben oui. Mais tu sais, il y a aussi des cas que j'ai entendus dans la première et deuxième vague, tu sais, des jeunes athlétiques de 30-40 ans, pas malades, pas de conditions chroniques, mais que le hasard de la génétique et du virus fait qu'ils ont une forme grave, qu'ils ont dû être intubés, coma 1 mois, tu perds 100 livres de masse musculaire. Ça te scrape la vie, hein, Chris. Tu sais, j'ai aucune idée de c'est quoi la pleine ampleur des séquelles à long terme quand tu sors de ça, mais parce qu'on peut s'entendre que... C'est sûr que c'est moins pire que de perdre son âme après s'être fait injecter la picouille de noirceur. C'est sûr T'as que c'est moins entièrement pire. raison, Tommy. Ah là 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 N'oublie pas là. de brûler de la sauge. Fait qu'on continue. Non, ben on l'a fait tantôt. On a brûlé de la très bonne, de la sauge citoyenne à part de ça. Ben tiens, je vais te laisser gauler ça. Je vais essayer d'améliorer quelque chose. Si on peut passer à la prochaine image, Tommy. Là, il y a un passage... Ça, c'est quelle page, Tommy, hein? Là, moi, j'étais à 88, puis il est écrit 165 en haut. Ça, je peux le lire. Sur le plan socio-économique, la précarité dans laquelle ont été plongés les gens des petits métiers, contrairement aux plus nantis, qui n'ont pas vu leur vie autant bouleversée. Sur le plan psychologique, la détresse des familles empêchées de visiter leurs parents malades ou même écarter des rites de deuil de leurs proches, c'est toutes des affaires moches. Ça, c'est vrai. Les riches se sont enrichis, puis ça, c'est pas correct. Heureusement, au Canada, ça a été moins pire, je pense. Mais ce qui frappe dans ce passage-là, c'est, tu sais, il parle aussi des familles endeuillées, des gens qui n'ont pas pu visiter leurs parents, leurs proches âgés, mais l'affaire, c'est que dans le texte en général, on n'est vraiment pas dans quelque chose de l'ordre de rendre justice à cette souffrance-là. C'est quelque chose de pas mal plus instrumental, tu sais, c'est comme si ce qui a causé tout ça, c'est les mesures sanitaires, c'est pas le virus. Officiel, c'est ça. Effectivement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui, ça revient tout le temps. Ça, le virus existe à la hauteur de ce qu'eux autres ils ont besoin. Puis il y a un passage dans une autre page, on l'a passé, mais il parle des dommages collatéraux désastreux causés par les mesures sanitaires. Il n'y a aucune maudite source. Je pense que ça donne une idée. Je pense qu'on sait déjà dans quoi on est avec lui. Hein. C'est un argument principal dans la patente, là, oui, effectivement. Veux-tu que je lise ça? Non, je viens de le lire. Tu peux aller page 171. 167. 171. Celle-là va être tatouée, par contre. Je me rends pas. OK, il y a un bout qui est dans la page précédente. Complotistes ou conspirationnistes. Ils sont associés en bloc à des mouvances populistes, bien que beaucoup d'entre eux n'adhèrent nullement à ces théories simplistes. En référence aux thèses niant par racisme l'existence de crimes contre l'humanité, spécialement la Shoah, on nomme négationniste par exemple une extension de sens impropre les personnes qui remettent en cause la gravité de la pandémie pour les stigmatiser. On a formé aussi le mot valise covidio qui agit comme une sorte d'insulte raillant le manque d'intelligence dont souffriraient les personnes qui critiquent les règles sanitaires. Puis ensuite, il y a un long paragraphe que je lirai pas au complet où, dans le fond, il parle des pauvres libertés puis tout ça, mais la logique générale, c'est... une thématique qui revient, ça. Pour lui, le moindrement qu'on accuse quelqu'un d'être complotiste, conspirationneux, etc., c'est comme ce pauvre gars-là, ce pauvre dame-là, c'est comme une victime de racisme, un opprimé, c'est une victime d'oppression, puis... C'est pareil. C'est pareil. Je l'invite à parler de ça à Montréal-Nord. Et j'ai une petite surprise ici. C'est-tu lui, ça? Ben oui, c'est lui. Ouais, Claude Simard, ouais. Il est écrit Clown Simard sur le nom du fichier, c'est Clown Simard. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là. Photo le verbe. Il est à côté d'une peinture bizarre. De l'art naïf, genre. 174 la page. On peut passer à celle d'après. Là, je pense qu'on a fait le tour pour Claude Simard, mais tu sais,
C'est quelque chose de sidérant. C'est vraiment une espèce de crise de bacon immense autour du fait que le gars pouvait pas aller dans un bar pis dans un resto. Vraiment, là, c'était... On était 100% sur la sauce, là. C'était conspirationniste, puis c'était victimaire, puis c'était... je vois qu'on arrive quand même à la fin des fichiers, et... Il reste juste 2 textes. Lo and behold, c'est encore un monsieur ici, Julien Garon-Carrier. Je pense qu'il y a un grand total de 0 madame qui ont contribué à cet essai intellectuello-branlant, masturbatoire. Mais tu sais, on s'entend, c'est très mâle blanc, tout ça. Tu sais, je pense je leur pardonnerais s'ils disaient des choses intelligentes. J'en ai pas trouvé, puis dans 200 pages que j'ai lues et relues, j'en ai pas trouvé. Ça me sidère. Je pense qu'il est encore plus désolant, c'est à quel point c'est des paroles de gâtés, de privilégiés, pour reprendre un terme. Tu sais, ces gens-là, c'est clair, ils n'ont pas été confrontés au deuil, Oui. Ben, en tout cas, à la souffrance. Tu sais, on dirait que pour eux, le problème, c'était de pas aller au resto. Moi, je te dirais, il me semble, c'est des personnes qui se battent pour la liberté puis pour ne pas tomber dans la cage du sanitarisme, mais on décèle facilement des gens qui sont prisonniers de leur confort, qui sont esclaves de leur confort. Genre. Oui, absolument, puis malheureusement, spoiler alert, ça va pas changer avec les 2 prochains textes. C'est l'avant-dernier texte. Julien, comment est son nom de famille? Garon-Carrier. Lui, il a fait une maîtrise en sciences politiques sur Michel Foucault et la biopolitique. On en parlait tantôt de Michel Foucault. Puis, je pense qu'il est pigiste qui pond des textes à l'occasion pour le Journal de Montréal et d'autres médias. C'est un texte qu'on va passer rapidement, mais... Tommy, je pense, veux-tu que je fasse un résumé plus général? Ben, je peux le lire rapidement. Là. Tu vas voir, ça va aller vite. Là. En tant que paradigme du pouvoir, l'aspect principal du biocontrôle, ça revient, tient au fait que plus la prégnance des mesures contraignantes augmente, plus celle de la liberté diminue. Wow. C'est celle qui a un 18 roues, ça. Le commun des mortels comprend bien qu'il a perdu son statut d'homme libre au profit d'une existence entravée de restrictions sanitaires qui trouvent leur justification dans un impératif sécuritaire. Vient ensuite la normativité découlant de l'acceptation disciplinaire du pouvoir, ce à quoi convie la discipline. C'est une forme édulcorée de domination par la normalisation comportementale de l'assujettissement. Tabarnak. Plusieurs mesures sanitaires renvoient à ce paradigme du pouvoir, encore le paradigme. Hein? Le port du masque, la distance d'1 mètre, c'est toutes des affaires démoniaques. Certains répliqueront que ces mesures sont nécessaires pour réduire la transmission du virus et limiter les infections. Est-ce vrai? Ben oui. Tu sais, une revue exhaustive de la documentation scientifique analysant l'efficacité des différents masques pour... Ah, il est tabarnak de Là, tu sais, il cite un article scientifique, mais je nuancerais le scientifisme ici. C'est scienticien qu'on dit. C'est la grande famille conspirationniste qui revoit la science, c'est les scienticiens. En tant que citoyen qui a du ressenti, qui fait ses recherches. Voilà, c'est du scienticianisme. En fait, la recherche en question, recherche entre guillemets, c'est de Cato Institute aux États-Unis. En fait, c'est un gros think tank assez riche et influent, mais libertarien de droite aux États-Unis. Les meilleurs, quelle surprise. J'ai fait des recherches, parce qu'en gros, le gars cite l'article qui dit que dans le fond, les masques, c'est quasiment inutile. Je mettrais 100 000 nuances. C'est pas complètement efficace. Il y a 100 000 variables en jeu. Mais c'est globalement, c'est un moyen qui est pas très efficace, mais au moins qui a l'avantage d'être facile à appliquer à grande échelle. Oui, ben oui. Puis ça reste que je rajouterais aussi un enjeu scientifique raisonnable là-dedans. C'est que, OK, oui, tu as un outil qui est pas entièrement efficace. Ça versus pas l'utiliser du tout. C'est quoi les conséquences? Tu te promènes dans un jeu vidéo, là. Toi, tu joues à StarCraft, mettons. Là. Yes, sir. Puis là, tu pognes comme une amulette anti-poison qui te donne plus 2% de résistance au poison, puis tu as une slot pour l'équiper. Tu la mets. Il n'y a personne qui la mettrait pas. Ouais, ben pas lui, mais c'est pour ça qu'il va pas loin dans le jeu, peut-être. Fait que là, je lis ça. Là. Vient ensuite la normativité. Je l'ai dit tantôt. Ça.
on peut continuer. Mais parenthèse, tu vois, il reproduit beaucoup le langage associé à Michel Foucault, puis c'est un langage d'idées qui a un certain cachet. Je tiens à dire, Michel Foucault, ça reste un philosophe très important, mais c'est très facile de l'utiliser à tort et à travers. Je tiens à dire, quand on lit comme il faut les textes de Foucault, c'est des textes très complexes, très nuancés. Il aurait mis son calice de masque au dépanneur, Foucault. Je tiens à dire un détail important sur Foucault aussi qui est assez tragique. Foucault, en fait, c'est un homme homosexuel qui est décédé du VIH au milieu des années 80. Puis dans la dernière année de sa vie, il disait que le VIH c'était une niaiserie, que la santé publique, fallait pas leur les truster pour deux maudites scènes. Ah ouais. Il a probablement passé énormément de temps dans un sauna sans porter aucune protection que ce soit. Je pense que ça n'enlève rien du tout à la pensée de Foucault puis à ses textes qui sont, à mon avis, extrêmement importants. Mais tu sais, ça montre que l'idée que la santé publique, le gouvernement, c'est toujours oppressant puis menaçant. Si c'est juste un spasme, en réalité, je pense que ça peut être problématique. Ouais, officiel. Parenthèse, la ligne sur Foucault qui est décédé du VIH en ignorant la santé publique, t'en vois pas un mot là-dessus dans le texte de... Ah ouais, il n'y avait pas besoin de ça. Cela assujettit plutôt symboliquement le corps et conditionne l'esprit. Ben oui, rappelant incessamment au sujet l'état pandémique dans lequel il en va de même du sens de la circulation indiqué dans les allées de magasins à grande surface en vigueur au Québec. Les flèches sur le sol faisaient vivre une anxiété beaucoup plus dangereuse que n'importe quel coronavirus qui tuait plein de monde. Moi, j'ai souvent marché en sens inverse des dites flèches. Je m'en suis bien remis à date. Bah, ok, je mesure 6 pieds 4, là, ça fait que les gens faisaient juste se tasser un peu. Mais ben bon. oui, c'est ça. Toi t'atteins le 1 mètre de distanciation juste par la verticalité. Je suis rendu à 187, début janvier 2022. Le gouvernement a proclamé un deuxième couvre-feu. Celle-là, c'est vrai que c'était rough. Même si les vaccinés comme les non-vaccinés se retrouvent à l'hôpital contaminés par le virus. Comme je l'ai annoté, si c'est nono. T'sais, on est vraiment dans des enjeux, des problèmes de compréhension de base, d'analyse de données, de comment fonctionne. C'est du cherry picking. C'est fou pareil qu'il ait tué des arbres pour faire ça. Il me semble que toutes les affaires, tout le chiolage qu'il y a en ligne se fait là-dessus. Là, j'ai le fichier 96, je vois pas le numéro de la page. C'est 188, c'est celle d'après. En fait, notre époque assiste à l'instauration d'un nouveau pouvoir savoir. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Ça, j'ai quelque chose d'important à dire, parce que là, à nouveau, il va à fond dans le vocabulaire très prisé de Michel Foucault, pouvoir savoir, l'idée que les instances de pouvoir se prennent les habits de la science pour créer l'oppression. Le problème, c'est que Foucault est, en pratique, quand on lit ses textes, il y a un certain flou là-dessus. Je rajouterais un livre très intéressant que je recommande sur l'idée des liens entre la science et le pouvoir, c'est le livre Racecraft. Puis ce que le livre Racecraft dit en analysant, par exemple, le racisme aux États-Unis, c'est qu'en fait, c'est pas tant la science, c'est que le pouvoir oppresseur essaye d'avoir l'air scientifique, mais il est pas scientifique. Mais avec ce gars-là, le problème, c'est que il fait pas ces nuances-là dans le texte, puis il tient vraiment pas compte du tout du contexte scientifique, de c'est quoi le virus, c'est quoi ses effets, comment le combattre. Ben oui, il y a plein de variables qu'il fait juste oublier parce qu'il n'y en a pas de besoin. Je veux dire, ça m'étonne que des gens qui ont ce degré de réflexion-là s'en sortent hors des études supérieures, mais bon. Effectivement. Je suis sévère, peut-être. Poursuivons. Prochaine image. Le sanitarisme relève de la biopolitique, mode de pouvoir de l'État qui cherche à intervenir avant tout sur le corps des individus sans considération de leur vie affective, intellectuelle ou socio-culturelle.
L'objectif avoué du sanitarisme est de faire vivre physiquement la population le plus longtemps possible, le plus longtemps et en plus grand nombre possible, quitte à restreindre par souci prophylactique les droits fondamentaux de la personne tels que l'égalité entre les citoyens ainsi que la liberté d'expression, de circulation et de réunion. Il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qui présentent les traits retenus qui sont en fait des travers, mais on peut avancer que la large approbation au régime sanitariste observé au Québec tient à la nature largement partagée de ses caractères. Les Québécois de toute catégorie, citoyens lambda ou politiques, journalistes ou universitaires, se sont montrés en général d'une grande docilité face aux décrets gouvernementaux qui ont pourtant sévèrement restreint leurs droits fondamentaux de devoir mettre un masque pour aller acheter des cigarettes. Ça, je tiens à dire, petit détail, là, on vient de commencer le dernier texte du livre où là, c'est Jérôme Blanchet-Gravel et Claude Simard qui se mettent ensemble puis qui donne le coup final. On y arrive, hein? Il y a Caléo Daguin, il dit « Ah, c'est le fun, finalement, les auteurs disent pas tous la même chose. » On peut dire ça de même, hein? Et oui, donc, c'est quoi ça? C'est nouvellement stressant. Je suis à la page 198. Je tiens à dire quelque chose, une méthode qu'il utilise dans ce texte-là. Claude Simard le faisait dans son propre texte, mais on n'a pas été dans les sections. Je pense que je voulais nous épargner, nous et les spectateurs. C'est gentil. Mais tu sais, c'est qu'il y a des passages entiers de 3-4 paragraphes d'affilée où il fait une espèce de vaste procès d'intention où il joue à essayer de décoder les gens qui respectent les mesures sanitaires. Ah ouais, on est tous stockholmisés, là. Puis tu sais, il y a pratiquement, quasiment aucune citation, aucune source. C'est juste, il projette. Puis là, on est là-dedans dans ce passage-ci. J'y vais. Parfait. De même, le sanitarisme a entraîné la stigmatisation et l'exclusion. Ont été d'abord maudits les opposants en mesure d'isolement, traités beaucoup trop de syllabes. Indistinctement. Merci, Tommy. De covidios, de complotistes ou de négationnistes. Plus tard, avec la vaccination massive, bien des gens et de nombreux chroniqueurs encouragés par le discours gouvernemental polarisateur oui, parce que... s'en sont pris aux non-vaccinés tenus pour des nuisances publiques et assujettis à toutes sortes de contraintes ségrégatives. Ségrégatives, ben oui, c'est la bonne manière d'utiliser ce mot-là, effectivement. Passeport vaccinal exigé presque partout. Interdiction de voir un proche à l'hôpital. Menace de vaccination obligatoire en dépit du principe du consentement éclairé à un traitement médical. Qui a menacé qui de vaccination obligatoire? C'est jamais arrivé. C'est jamais même passé proche. Ils ont jamais... On n'est pas supposé pleurer en sachant tout ça. Attends un peu, j'ai quelque chose pour ça. Attends un petit peu. Bouge pas, là. Tiens. Ouf. Ça va faire du bien à Claude puis Jérôme, ça. Que Dieu protège le Canada. Officiel, mon Pierre, est-ce que tu l'as? Fait qu'on y retourne, hein? Faut pas On peut rien passer à la lâcher. prochaine. OK? Les divers programmes de sécurité sociale financés par l'État ont naturellement rendu la vie plus facile à nombre de Québécois. Là, parenthèse, il essaye d'expliquer tout ça par le passé du Québec. OK. Mais cette aisance a eu corrélativement des effets délétères sur leur psychisme. En les abourgeoisant, on les a fait tomber dans une sorte d'atonie et a développé en eux la crainte de l'adversité. Aïe. Là, il y a un bout qui parle très soucieux de préserver leur tranquillité et leur confort, blablabla. Cette peur du risque s'explique sans doute également par la vulnérabilité de la population vieillissante du Québec, résultant de la chute des naissances et de l'augmentation de l'espérance de vie. Beaucoup plus bas. Mû par un égoïsme hypochondriaque extrême, la plupart des baby boomers ont appuyé sans réserve la vaccination de masse des jeunes de 5 à 17 ans. Population qui n'est pourtant quasiment pas touchée par la pandémie.
un peu plus bas, sachant de surcroît que les nouveaux vaccins à ARN messager n'empêchent pas les vaccinés eux-mêmes de transmettre le virus. Parce que ça marche pas à 100%, ça sert à 0%. Je suis venu ici en moto, je pense que je vais revenir à la maison en bobette avec juste un casque de bain sur la tête. Sachant que mon casque me protégerait pas à 100% d'une impact. Effectivement, c'est ça. J'espère ma mère ne m'entendra pas dire ça. Maman, c'est des blagues, OK? C'est de l'humour, maman Bilodeau. Salut Mulder. Fait que les Québécois en général vivent effectivement assez cantonnés dans leur cercle immédiat et ne se préoccupent guère de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Forme donc ta gueule. Parenthèse, la Suède, les Radio X à la ville de Québec, ils ont une fibre, ils aiment parfois dire qu'au Québec, on est un peu tata. On est dans un dôme. On est dans un dôme, j'ai compris. Ouais, Québec, c'est un dôme. C'est un peu loser. Blanchet, Gravel puis Simard, je pense qu'ils puisent à fond, ils essayent de séduire à fond cette gang-là avec ce genre de bout-là. C'est vrai. Je suis d'accord. Là, ça parle de la Suède moins confiniste. Cette espèce de chauvinisme mené sous l'Empire, comparaison internationale, n'a aucunement servi à relativiser les choses ni à mettre en perspective. Ben, au contraire, c'est la première fois, Chris, qu'ils vont voir ailleurs. Puis la Suède, finalement, c'est le pays scandinave qui aurait le plus dû pas agir comme ils ont fait. Puis ça a été votre exemple pendant que vous la ramenez là. C'est vraiment pas votre avantage. La Suède, ça allait super bien pour eux pendant la première vague, puis ça a piqué du nez comme de manière catastrophique à partir du deuxième. C'est ça. Je tiens à dire, c'est un début de comparaison entre le Québec puis ailleurs, puis même là, ils font rien du tout avec ça. C'est quelque chose, je pense, qui aurait dû pourtant être la base de leurs arguments s'ils auraient voulu scorer pour de vrai. C'est vrai. Puis avoir des vrais arguments. En tout cas, nous, on était dans le citoyennisme de A à Z. Écoute, c'était la dernière image issue du livre. Hein. On est dans l'espèce d'épilogue écrit par ici Jérôme Blanchet-Gravel. Quel homme, quel charisme. La sagacité de... Ce livre-là, pour fermer, comme je dis, c'est pire qu'une chambre d'écho. C'est une chambre d'écho avec une gang de charognards qui encerclent la table, qui chialent, qui pensent juste à leur confort, qui pensent pas à aux vraies souffrances qui ont été causées par le virus, qui n'ont pas de soucis pour ce qui s'est réellement passé. Tu sais, je pense... On reconnaît là, je pense, la carrière de Jérôme Blanchet-Gravel, qui cherche à provoquer. On le voit dans ses tweets. Qui s'entourait de personnes polarisantes avec des opinions... minimum borné. Là, oui, puis on voit dans les tweets de Jérôme depuis qu'il est à Libre Média qu'il accuse les Québécois de manière détournée d'être un peu toto. Dans un de ses tweets dans la dernière année, par exemple, il disait... je sais plus les mots exacts. Moi, ça fait longtemps que je suis bloqué. Que c'était niaiseux que les Québécois soient nationalistes puis préoccupés pour la survie de leur culture alors qu'ils se ralliaient pas du tout les uns aux autres pendant la pandémie avec le confinement puis l'isolement. Fait que tu sais, on est vraiment dans quelque chose de provocateur, mais tu sais, quelque chose de puéril puis qui fait que, heureusement, pas grand monde réagit. D'ailleurs, ce recueil-là a eu pratiquement aucun écho. On fait une recherche Google. 2-3 sites comploteux ou quasi-comploteux l'ont cité. Ben oui, c'est sûr. En fait, Tommy, on est des gens, je pense, très généreux et empathiques. On vient de doubler probablement ou tripler l'attention que ce livre-là a reçue. C'est sûr et certain. Il y a encore 313 personnes qui sont en train de savourer cette aventure-là. On a ici peut-être pour terminer, hein, c'est la dernière image que tu m'as amenée. Est-ce qu'on a survécu à tout ça, Tommy? Certain. J'ai adoré ça. Moi, écoute, si tu t'en fais un autre, on va le repasser. Là, Hey! Oui, salut Pierre. J'ai beaucoup aimé. On a rencontré plein de nouveaux personnages. On a revu Francis Racine. Aussi ma Félix Racine. Félix Racine. Aussi Mafielso, là, je veux pas dire... Mafezoli. Mafezoli, voilà. Écoute, c'est tous des mots des noms de gens qu'on a vu passer. C'est pas tous ces livres qui sont chez Libère. Hein, ils varient les plaisirs. Parenthèse, on marquera, je pense qu'il n'a jamais publié
c'est plus qu'un livre à la même place qui dit quelque chose. Parenthèse, un de ses livres récents, c'est Un Québécois à Mexico. Oui. Harmattan. Ça prend juste une chose pour publier chez l'Harmattan, puis c'est un chéquier. Voilà, c'est dit. Est-ce qu'on invite les gens à te suivre quelque part, Sébastien? Ils peuvent... moi, j'ai pas de tribune régulière. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'envoyer des messages. Gentils, j'espère. Sinon, Tommy, je te remercie infiniment de m'avoir laissé cette tribune. Je pense que ça a été rude, mais je pense que ça a bien rodé nos esprits. Officiel. C'est quand même... je pense que c'est important, là. Jérôme Blanchet-Gravel, c'est un personnage important dans la complosphère locale. Ça en est un qui surfe comme un petit peu à tous les râteliers, de la manière que ça y tente à toutes les idéologies. Et surtout, depuis l'affaire Libre Média, je trouve que c'est vraiment comme criminellement amoral. Là, genre, avec ce livre-là, je pense qu'on peut parler d'un espèce de complotiste softcore si on veut être extrêmement poli, parce que parlera pas de reptiliens, d'élections volées aux States. Non. C'est juste une réinterprétation des faits et de présumer qu'il y a du monde qui lui veulent du mal. Ouais, mais tu sais, ils minimisent à fond la pandémie, le virus, le vaccin. Je comprends que c'est tout croche. C'est pas Legault qui voulait le garder chez eux. Ça a été de même partout. Là. En tout cas, moi, l'argument aussi, une affaire, là, pour finir là-dessus, une affaire que je suis quand même pas mal tanné, c'est le concept de partout dans le monde, ils ont fait la même affaire. Tu trouves pas que c'est de la manipulation puis du... Ben oui, mais c'est pas comme un COVID mexicain qu'il faut que tu attires avec de la salsa puis des... Tu sais, voyons, Chris. Ben, Tommy, c'est simple, c'est les reptiliens puis l'empereur Palpatine est derrière tout ça. C'est une bonne fin là-dessus. Jonathan, as-tu un mot de la fin avant qu'on termine ce bloc-là de notre collaborateur Sébastien Bilodeau? J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai pas beaucoup intervenu, là, mais j'ai vraiment trouvé ça fascinant. Là. Vraiment, merci beaucoup, Sébastien. C'était vraiment intéressant comme compte rendu. Super cool, ça. Fait que on met le petit blitz de la fin. Il me reste... Merci à vous. Il nous reste encore du show pour ce soir. C'est la fin.